Finalement, les sanctions européennes, et vous avez commencé à le dire, elles semblent plus impacter l'Europe que la Russie. Ça se retourne contre nous. C'est-à-dire que, mine de rien, on a quand même provoqué quelques dommages sur leur chaîne de production. Mais leur économie, elle ne s'est pas effondrée. Elle ne s'est pas effondrée, je suis entièrement d'accord. Et la guerre en Ukraine a déclenché beaucoup de choses que nous ne savions peut-être pas dans le passé. Beaucoup aujourd'hui réalisent combien important l'Ukraine et la Russie sont dans le monde. Les prix des choses qui plombent, la nourriture, les habits et les choses en général. Pourquoi? Parce que le carburant, parce que le prix du carburant grimpe, et c'est clair, c'est évident. Et quand le prix du carburant grimpe, tout devient cher. La nourriture devient chère, les habits deviennent chers, et avec tout ça, la vie devient chère en général. La Russie et l'Ukraine produisent ensemble le 3/4 de la production mondiale de céréales, de blé. Avec le blé, on produit vos céréales, pour ceux qui sont privilégiés, évidemment. Ce côté-là du monde, c'est-à-dire vos cornflakes, vos shake flex, vos crack flex et tous les flex qu'il y a. Et aussi pour la production de pain, des beignets, des galettes, pour ceux qui sont moins privilégiés, comme nous par exemple. C'est difficile à ignorer. Beaucoup de choses changent. Pour ceux qui tirent attention, ceux qui ne gagnent pas beaucoup d'argent le sentent déjà. La lourdeur dans les cuisines, ce n'est plus facile. Ça coûte beaucoup plus d'argent que d'habitude. D'ailleurs, il y a quelque temps, le président Macky Sall se présentait en Russie pour voir son homologue russe et discuter des difficultés que traverse, en général, subtilement l'Afrique sur le plan alimentaire. Il y a quelques jours, le président ukrainien s'est légué dans une mission de faire changer d'avis les présidents africains. Il a souhaité parler en vidéo call avec 54 présidents africains pour discuter des difficultés que l'Ukraine traverse et voir un peu l'histoire de son côté. Comme on le dit souvent, il y a 3 formes d'histoire, c'est-à-dire il y a 3 formes d'opinion. Il y a l'opinion A, l'opinion B et la vraie opinion. Il y a l'histoire A, l'histoire B et la vraie histoire. Il y a la version A, la version B et la vraie version. Il voulait présenter sa version au président africain. Mais curieusement, sur cet appel vidéo, qui aurait réuni 54 présidents en plus du président ukrainien, il n'y eut que 4 présidents africains en présence. 4 présidents africains sur 54 en appel vidéo avec le président ukrainien, qui ne s'est pas caché de sa déception et aussi a quand même prononcé ce qu'il avait à dire par rapport aux difficultés que traverse son pays. Aujourd'hui, c'est évident. Ce qui se passe en Ukraine n'est pas seulement un problème ukrainien. Ce n'est plus un problème ukrainien. Ce n'est même pas un problème européen. Au-delà de ça, on va voir combien les choses ont changé, combien l'importance de l'ampleur des choses. Vous savez, on dit souvent, si vous voulez comprendre les enjeux d'une histoire, regardez d'où vient l'argent et regardez qui bénéficie financièrement de cette histoire. La guerre en Ukraine, autant les Ukrainiens méritent leur liberté, leur authenticité et leur paix, a généré beaucoup d'argent pour beaucoup d'entreprises, principalement entreprises de fabrication d'armes. Vous savez, généralement, on vous dit que ce sont les pays qui envoient des armes. Il n'y a pas très longtemps, le président Biden a déclenché une ouverture de 4 milliards de dollars en armes à l'Ukraine. Ce n'était pas de l'argent, c'était des armes. C'est simplement pour vous dire que ces armes proviennent de quelque part. Mais ce ne sont pas les pays qui fabriquent les armes. La guerre est un business, ce sont les entreprises qui fabriquent des armes. La guerre est un business, évidemment, parce que la guerre produit des armes, la guerre produit d'emplois, la guerre produit des opportunités, la guerre crée des innovations technologiques qu'il faudrait essayer, qu'il faudrait tester, qu'il faudrait appliquer, qu'il faudrait vendre finalement, compte tenu des effets qu'elles ont ou qu'ils ont produits. Les entreprises personnelles, privées, font beaucoup d'argent à travers cette histoire. Prenons l'exemple de Lockheed Martin. Martin Lockheed, ou Lockheed Martin, qui a fait 58 milliards de dollars depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors, qui est Lockheed Martin? C'est une entreprise privée basée aux États-Unis d'Amérique. Vous savez, ces entreprises généralement sont des grands sponsors pour des politiciens. C'est-à-dire, quand un politicien veut devenir président ou gouverneur, ou peu importe la position, une entreprise pourrait se présenter et dire « Ok, on va te sponsoriser, on va donner de l'argent, 20 millions de dollars, 30 ou 40 millions de dollars pour ta campagne. Et aussitôt que tu seras en office, évidemment, tu vas penser à nous. » Vous comprenez un peu. Donc, quand on se place en position de force, on pense à l'entreprise qui nous y a emmenés. Peu importe sa nature, c'est une question d'argent. Bon, vous pensez qu'une personne qui produit autant d'argent dans les armes voudrait qu'il y ait la paix? Non, honnêtement. Vous pensez qu'une personne qui produit autant d'argent dans la vente des armes, des missiles, des bombes, des hélicoptères et tout le reste, voudrait qu'il y ait la paix? Qui consommera son produit? Point d'interrogation. Les entreprises aux États-Unis, généralement, ont des parts du marché. C'est-à-dire n'importe qui pourrait acheter des parts aussi dans l'entreprise.
Vous achetez des parts, c'est-à-dire aussitôt que l'entreprise grandit ou gagne de l'argent, fait des bénéfices, vous faites aussi des bénéfices. Mais ce qui est curieux, ici, on a 15 personnes dans le Congrès américain qui ont des parts chez Lockheed Martin. 15 personnes dans le Congrès américain, évidemment le Congrès qui décide s'il y aurait la guerre ou pas, ont des parts chez Lockheed Martin, qui a produit jusque-là 58 milliards de dollars en bénéfices depuis le début de la guerre en Ukraine. Les Européens devraient vraiment se poser des questions réelles. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous faisons face à une Europe qui est sous pression. Les citoyens de chaque jour, séparés à ceux qui ont beaucoup d'argent, subissent la pression des difficultés de la guerre en Ukraine. Ce n'est pas seulement un problème de liberté. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de moyens de résoudre le problème. Quel était l'enjeu de la guerre? Dans les années 90, on a fait une promesse. C'est-à-dire l'Ouest a fait une promesse de ne pas extendre l'OTAN à un seul centimètre à l'Est. C'est-à-dire, on ne va pas aller à l'Est en un seul centimètre. C'est la promesse qu'on a fait à l'URSS à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les pays tels que la Pologne et beaucoup d'autres font partie de l'OTAN aujourd'hui. Mais pourtant, ils avaient fait une promesse. Pour ceux qui ne comprennent pas, regardez ma vidéo précédente. Ils ont fait une promesse de ne pas élargir l'OTAN à l'Est, de ne pas aller à côté de la Russie, pour cause de sécurité. C'était leur agrément à l'époque. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ils ont violé leur propre agrément. Ils ont placé des missiles pas très loin de la Russie, qui évidemment est un danger évident au peuple russe. Curieusement, au lieu de trouver des moyens de résoudre ce problème, on demande à ce qu'on envoie beaucoup plus d'armes en Ukraine pour combattre les Russes. Pourtant, vous ne pensez pas qu'il y a un truc qui cloche là? Il y a des gens qui se battent, il y a la guerre. Au lieu de chercher à trouver un moyen d'entente, un moyen de compréhension, vous envoyez des armes qui ne sont pas gratuites. Okay? On aurait compris si on disait, bon, les armes sont gratuites, défendez-vous. On vous envoie des armes. Le monsieur là, c'est un monsieur méchant, c'est un ennemi. On vous envoie des armes gratuites, vous allez vous défendre. Mais les armes qu'on vous envoie, vous allez payer pour ça. Avec vos infrastructures complètement détruites, votre environnement complètement détruit, votre économie complètement par terre, qui payera le prix de toutes ces histoires? Pourquoi aucune personne en Europe ne se présente comme médiateur disant « Ok les amis, asseyons-nous, discutons, trouvons une solution ». Pendant que sur place, la jeunesse ukrainienne périt chaque jour. J'aime le sermon du président mexicain qui dit être complètement contre le fait de vouloir envoyer encore plus d'armes en Ukraine pour aller combattre. Il pense qu'il y a un moyen alternatif de cesser la guerre. Éviter un bain de sang inutile d'un peuple qui périt chaque jour pour des raisons sans importance. La Russie accuse l'Ukraine d'héberger des néo-nazis, des gens qui auraient supporté ou toléré, promulgué la mentalité d'Adolf Hitler, un bataillon qu'on appelle Azov, qui existe jusqu'à aujourd'hui en Ukraine, officiellement. Un bataillon nazi. Pendant que l'Ukraine veut sa liberté, en même temps, l'Ukraine a refusé la sortie à tous les hommes âgés de 18 à 60 ans, leur forçant de combattre contre l'ennemi. On veut la liberté, mais on force à tout le monde de 18 à 60 ans de rester dans le pays pour combattre. Est-ce une forme de liberté? Est-ce vraiment ça une communauté de liberté? Quand on impose aux gens de 18 à 60 ans de combattre ou de mourir au nom du pays, est-ce ça la liberté? La liberté de choix. Vous allez combattre contre la Russie, sinon on bloque votre accès à votre compte bancaire. C'est quel genre de choix? Mourir ou avoir accès à son compte bancaire? Je ne sais pas si c'est ça la liberté. S'il y a pour moi des gens qu'il faudrait soutenir, c'est le peuple. Le peuple qui subit sans le vouloir les difficultés de cette guerre. Les peuples qui meurent pour rien, sans raison apparente, sans justification concrète. Les peuples qui perdent leur famille, pendant que beaucoup se font beaucoup d'argent dans des transactions d'armes et de monnaie. Le peuple qui est négligé, asservi, minimisé dans leurs droits les plus élémentaires, pendant que les plus puissants accomplissent leurs désirs personnels. Aucune guerre ne peut se justifier. Mais on pourrait tolérer une guerre pour des raisons nobles, et difficilement une guerre pour des raisons d'argent. Et ce n'est pas pour dire que les Ukrainiens combattent seulement pour l'argent. C'est pour dire qu'autant qu'il y aura des pouvoirs, des puissances, des organisations qui se feront beaucoup d'argent à travers cette guerre en Ukraine, le peuple ukrainien d'abord, ainsi que nous les autres dans le reste du monde, subiront les conséquences, qu'elles soient financières, économiques ou vitales, de cette guerre. L'Occident accuse Vladimir Poutine d'être l'auteur des difficultés économiques que le monde est en train de vivre actuellement. Les difficultés alimentaires qui progressivement s'assoient dans le milieu européen et africain. Vladimir Poutine dit les raisons pour lesquelles on vit des difficultés pour l'instant, la montée des prix des pétroles et des denrées alimentaires
C'est parce que l'Europe a soumis la Russie sous des sanctions inexplicables, inacceptables. En fait, l'Europe, au départ, voulait jouer un jeu. On voulait bloquer la Russie de sorte à la génuer. Mais malheureusement, d'après Poutine, ce qui se passe actuellement, c'est le contraire. C'est l'Europe qui commence à subir les conséquences. Regardez le rouble, l'argent russe. Le rouble avait pas beaucoup de valeur avant la guerre. Mais à partir du moment où Vladimir Poutine dit « Vous allez acheter mon pétrole ou mon carburant avec le rouble, plus en dollars », la valeur du rouble a grimpé. Incroyable, n'est-ce pas? Au fait, petit à petit, maintenant, ce sont les Européens qui subissent les conséquences de leurs propres sanctions. Ils ont sanctionné la Russie du SWIFT, du système SWIFT. Justement, finalement, les sanctions européennes, et vous avez commencé à le dire, elles semblent plus impacter l'Europe que la Russie. Ça se retourne contre nous. C'est-à-dire que, mine de rien, on a quand même provoqué quelques dommages sur leur chaîne de production. Mais leur économie, elle ne s'est pas effondrée. Elle ne s'est pas effondrée, je suis entièrement d'accord. Et c'était ça le plan. Le plan, c'était de faire effondrer, d'avoir une guerre économique, de la gagner, de faire en sorte d'effondrer l'économie russe pour qu'il n'ait plus les moyens de faire de la guerre. Sauf que là, on est en train de perdre politiquement, économiquement, socialement. Donc il faut absolument qu'on se ressaisisse, à mon avis. Le système qui permet le transfert d'argent électronique d'un pays à un autre, d'une entreprise à une autre. Ils ont retiré McDonald's, retiré KFC et toutes les entreprises internationales, espérant agenouiller la Russie et le peuple russe, espérant révolter le peuple russe. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vladimir Poutine a dit, ok d'accord, on prendra McDonald's version russe, on va créer ça, KFC version russe, et c'est qui sera perdant en réalité? C'est exactement ce qui se passe. On met la pression sur les pays européens pour pas qu'ils achètent le pétrole russe. C'est vrai, ils ont subi les conséquences pendant quelques temps. Mais 2 mois après, ils se sont ajustés. Ils ont simplement commencé à vendre le pétrole ailleurs, à la Chine et à l'Inde, qui ont en réalité plus de population que l'Europe entière. Qui gagne et qui perd? Je pense qu'il est temps que les gens réfléchissent avec moins d'émotion. On ne gagne pas toutes les guerres. Mais quelquefois, il faut chercher de garder la face. Je pense qu'il est difficile que qui que ce soit gagnant dans cette guerre. Mais ce qu'on peut gagner, c'est la paix. On peut trouver un moyen d'entente pour revenir à la paix. L'Afrique devrait apprendre à devenir indépendant. Indépendant sur le plan alimentaire, indépendant sur le plan mental, sur le plan raisonnement, indépendant sur le plan destiné. Mais encore une fois sur le plan alimentaire. Nous avons un grand continent fructueux, un continent béni du Créateur, qui pourrait produire autant de nourriture que nous en avons besoin. Pourquoi faudrait-il aller négocier avec les Ukrainiens ou les Russes pour avoir des éléments qu'on peut avoir chez nous, sur nos terres bénies? La logique devrait-elle primer sur les sentiments? Dans une guerre qu'on ne comprend pas tout à fait les réalités. Combien d'entre nous savions que Lockheed Martin a fait 58 milliards de dollars depuis le début de la guerre? Combien d'Européens sont conscients des profits technologiques, économiques, que font beaucoup d'entreprises à travers cette guerre, qui est promue seulement comme une guerre d'agression? Est-ce une guerre d'agression? C'est discutable. Est-ce une guerre économique? Ça, c'est évident. Encore une fois, quand on vous raconte une histoire, ne prenez pas seulement le côté de l'histoire, de la personne qui vous la raconte. Écoutez aussi l'autre côté, c'est plus important. Autant je vous dis des choses, autant il est important pour vous de vérifier ce qui a été dit par Zach Mokassa. Merci.